Bien, nous allons pouvoir passer donc à la partie débat et questions. Alors, pour éviter que ça parte dans tous les sens, même s'il y a une très grande liberté, hein, vous ne semblez pas censuré, mais dire que pour qu'on suive un petit peu le fil, on va peut-être orienter, regrouper des questions. On va commencer par des questions qui sont dans un même domaine, et notamment, il me semble qu'il faut aborder de front les éléments qui ont pu paraître ici et là, qu'on voit dans des motions, tout simplement de discussions qu'on peut avoir comme les plus problématiques de la réforme. Bon, je pense que on est tous d'accord, c'est-à-dire que demandait, certains avaient des souvenirs des années 90, mais l'historien peut dire que c'est dès les années 80 que le passage à 3 ans déjà envisagé, parce que aussi, avant qu'on passe au LMD, on est quand même un regard au-dessus des frontières. Il y a toute la sphère, notamment germanique, qui a l'habitude d'avoir des Hochschulen, des hautes écoles, des éléments universitaires techniques qui se faisaient en 3 ans. Donc on avait bien conscience d'une spécificité du système français. Et cette revendication, elle est ancienne. Donc il me semble quand même que le point quand même positif que moi je retiens en tant qu'observateur de cette évolution finalement à la fois très très lente dans sa maturation, mais rapide en quelques mois là, depuis juin, hein, on a vu les positions quand même se déboucler, qu'enfin on a quand même obtenu sur ce plan une reconnaissance d'un diplôme qui serait porté par les IUT et sur la continuité des 3 ans. Et ceci dit, comme vous l'avez fait apparaître dans les éléments historiques de la négociation, bien comme dans toute négociation, il y avait des choses sur lesquelles on tenait particulièrement, on n'a pas lâché, et d'autres sur lesquelles il a fallu transiger. Alors, parmi ces choses, je pense que ce qui a fait débat un peu partout, c'est la question des pourcentages, des 4 pourcentages. Alors il y aura des questions là-dessus. Moi je vais commencer par une question factuelle. Je viens voir au 75%, parce que 75% d'enseignement encadré. L'explication qui nous avait été donnée à 75. Oui. Qui nous avait été donnée à l'âge de l'adulte de 7 ans, c'est que ça concernait, on avait cru comprendre, j'avais cru comprendre en tout cas, qu'il s'agissait d'une distinction entre les cours magistraux, qui auraient fait les 25%, et 75% des cours encadrés en plus petits groupes, c'est-à-dire soit TD, soit TT. Or, dans l'acception qu'il donnait, ça n'était plus ça, c'était 75% au fond en présentiel, et le reste selon de nouvelles formes, parce que ça aussi, c'est une incitation qui existe dans l'arrêté licence générale. Hein, c'est que les volumes s'entendent pour l'étudiant, hein, ou en équivalent heure, et pas forcément en heure en présentiel et sous forme traditionnelle de cours. Donc peut-être que tu peux répondre là-dessus. Ça marche. Eh bien, bizarrement, j'ai pas grand-chose à répondre. Ça commence bien. En fait, pourquoi est-ce que le ministère impose, on dit ça comme ça, hein, c'est imposé, pas vraiment le choix, le ministère dit, pour réussir une formation qui puisse préparer les étudiants au futur, il faut que les résultats de l'apprentissage donnent de l'indépendance d'esprit, de l'adaptabilité, et il faut donc que la pédagogie soit innovante. Et alors, dans l'esprit du ministère, les 75%, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire des formes traditionnelles 75%, et puis autre chose. Alors, évidemment, comment est-ce que vous pouvez, dans un arrêté, donc une forme juridique, dire qu'il va y avoir de la pédagogie innovante? J'allais dire, c'est indicible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le quantifier. C'est une façon de dire, évidemment, les syndicats et je pense les personnels plus généralement se disent, mais qu'y a-t-il là-dessous? Donc, l'inquiétude reste. Moi, le message que je porte, c'est ces 25%, c'est vraiment votre l'incitation
du système à trouver des nouvelles pratiques qui soient plus en adéquation avec les jeunes de maintenant, avec leur façon d'apprendre, et puis avec ce à quoi on doit les préparer. Vous voyez, ma réponse, elle n'est pas très satisfaisante, hein, j'en suis bien conscient, et effectivement, c'est au niveau des PN que ça se jouera, je pense. Et donc, si je vais encore plus loin, probablement que le réseau ne réagira pas partout, dans toutes les spécialités, de la même façon. Et ça c'est aussi une source d'incertitude, on va dire, peut-être même d'inquiétude. Avant une question, je voudrais savoir combien d'entre vous ont lu complètement le projet d'arrêté? Bon, c'est bien. Le dernier en date, celui du... il y a une version 24 et celui qui a été fait après. 24. Celui de la Knesser. Comment? Vous avez lu celui du Knesser? Ah oui. D'accord. Avec les amendements? Ah oui. D'accord. Plutôt, nous, on a ça dépend de comment on voit ça. Donc pour rebondir justement sur la dernière remarque, est-ce que les PN auront un peu des coups des franches dans un volume horaire défini, à savoir celui défini dans l'arrêté, pour justement s'approprier les 25%? Vous comprenez le sens de ma question, c'est-à-dire derrière, est-ce qu'on pourra définir les 25%, y compris avec des volumes horaires en face, ou bien ce sera uniquement en adaptation locale et certainement à financer localement? Oui, alors c'est ça que le ministère nous dit. Quand on dit, mais dans l'arrêté, on voudrait, vous savez, l'arrêté actuel, le 2005, il donne un pourcentage de TD, de TP, il donne un pourcentage de CM. Et la ministre nous dit, non, on ne veut pas de ça. On veut que vous soyez capable de prendre vos décisions. Et donc nous, on ajoute là-dessus, ça sera la mission des ACD et des CPN que de le définir dans les programmes nationaux. Vous voyez? Donc le ministre dit allez, faites comme vous voulez parce que la liberté ça permet de meilleurs résultats, et nous on dit on va recadrer ça nationalement. Je pense que c'est ces deux tendances qui vont se rejoindre, j'espère, dans les PN. Oui, j'ai une petite question. C'est tout à l'heure vous avez dit que le nombre d'étudiants par groupe de TD était supprimé. Alors, je me pose la question, je suis dans une spécialité, on a des TP sur machine dangereuse, des TP à 8. Et du coup, je me pose cette question. Est-ce que cette notion de TP sur machine dangereuse avec un objectif réduit, elle est maintenue ou pas? Alors, elle n'existe plus là, dans cet arrêté. À aucun endroit, on nous dit un groupe c'est 26, un groupe c'est 28, ou un groupe GMP HSE par exemple, un groupe c'est 8. On nous dit plus ça. Mais on parle de PN, justement, on enlève la partie pédagogique, parce que ça, c'est une partie plus organisationnelle. Et donc, je pense que les CPN sont extrêmement vigilantes à mettre ça dans leur programme pédagogique. En fait, c'est pas ça, je crois, qui devrait générer le plus d'inquiétude. Là, on sait comment ça marche, on a quasiment 50 ans d'expérience, on saura faire, on y pensera, et donc on les mettra dans les PN. Alors moi, je vais parler un petit peu de la compétence internationale, parce que je pense que dans le cadre du bachelor, elle a toute sa place. Et je pense qu'il faut que les ACD intègrent cette compétence internationale au sein des nouveaux programmes nationaux. Notamment, je suis responsable d'un diplôme universitaire de technologie internationale. C'est un diplôme qui a été créé au moment de l'arrivée d'Erasmus, qui est pour moi une pépite, comme certains ont pu le lire dans les documents dans la revue de la DIUT. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler, pas forcément en parlant d'aller à l'étranger, mais de valoriser des semestres à l'étranger, des semestres, des années, de valoriser cette compétence internationale. Donc nous, ce matin, dans l'atelier, on a défini trois points pour définir cette compétence internationale.
internationale, mais je pense qu'il faut qu'elle soit dans chaque discussion dans les ACD pour les programmes nationaux. Et c'est pas simplement l'anglais. Et il y a beaucoup de possibilités maintenant avec l'internationalisation aussi à domicile, comme on peut dire. Absolument. Hein. Donc, Annick Chailloux, merci, qui est responsable et correspondante de tous les duetti au niveau national. Donc, tu rends bien ton rôle et je t'invite évidemment à faire état des travaux de ce matin à la commission Relations internationales qui est pilotée par moi. J'invite évidemment tous les directeurs, toutes les personnes intéressées à faire partie de cette commission. On a à peu près 65 UT représentés, donc vous voyez, pas tant que ça finalement. Effectivement, étendre notre moment de formation sur 3 ans va nous permettre de renforcer la compétence internationale. Alors, en quoi cette compétence internationale elle est intéressante? C'est probablement pas l'international pour l'international ou l'international pour les langues, c'est l'international parce qu'il permet de former des citoyens peut-être qui ont un esprit critique plus affirmé ou une analyse critique plus affirmée, qui ont peut-être une adaptabilité et des choix supplémentaires. Voilà. Hein. Donc, ce duetti ou duetteux selon les IUT, il va permettre certainement de faire une 3e année totalement à l'étranger. Comme il aura un grade de licence, il pourra en plus être, les personnes qui en font partie, les étudiants qui sont inscrits, pourront certainement recevoir des financements des régions, puisque en général les régions ont, je connais pas, je suis désolé, le cas de la Bretagne, mais les financements sont réservés aux étudiants de niveau de grade de licence. Hein, donc effectivement, une très grande opportunité hein, d'augmenter l'internationalisation à la place à la fois des étudiants, mais aussi de nos institutions. Hein. Et c'est pas que du voyage, de déplacement, c'est pas que des langues, l'internationalisation, c'est plein d'autres choses. Tu as parlé d'internationalisation à la maison, comme pour traduire, il y a tas de choses à faire là-dessus. J'aimerais juste revenir sur tout à l'heure, sur la première question, parce qu'en fait, ce qui nous dérange dans ce projet, c'est que pour faire avancer comme ce DUT, hein, pour avoir l'adhésion des directeurs, des PACD, il y a une enveloppe globale, un contexte global, mais avec plein de trous blancs. Et effectivement, d'aller redire, bah, ça c'est un trou blanc, c'est une zone inconnue, ce sera mis plus tard dans les programmes nationaux, et globalement c'est systématique. Pour avancer, on nous a promis, on a négocié des choses, mais pas tout, bien évidemment. Et donc on avance, donc on dit ok, mais avec plein d'endroits vierges de tout, on dit bah, ça sera traité plus tard dans les programmes nationaux. On voit bien, chaque fois, je reviens sur la première question. Hein. C'est de se dire, ça on n'en sait rien, mais ne vous inquiétez pas, vous inquiétez-vous. Ça dépend d'après globalement comment on voit les choses. Ça sera vu plus tard dans les programmes nationaux ou pas. Parce qu'en fait, on ne sait pas tout. Et c'est ce côté un peu désagréable avec cette réforme avec le ministère. Que le ministère a toujours été suffisamment flou pour dire oui, mais bon, ça c'est pas important. Mais on verra ça plus tard. Avancer sur ça parce qu'on veut qu'on avance. Et c'est vrai qu'on a avancé. Mais c'est vrai que ce côté un peu désagréable qu'on a tous, ne croyez pas que voilà, tous ce côté désagréable, c'est de se dire on avance vers un truc qui peut être bien. En tout cas, peut vraiment tenir compte du changement, mais on ne faut pas grand-chose pour que ça devienne beaucoup moins bien, et sachant qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Et c'est vrai que ce côté un peu désagréable, quand on voit les réunions, quand on voit un peu les discussions, même au niveau d'adultes, c'est ça qui rejaillit, c'est de se dire, si ça se trouve, cette réforme peut être vraiment vue dans le bon sens et on peut s'approprier, à condition que les trous blancs qui sont pour l'instant vierges de tout soient bien remplis, et ça on ne peut pas savoir, et on ne pourra pas revenir en arrière. Je pense, pour ce qui me concerne, pour avoir travaillé longuement avec le ministère, que le ministère n'a aucune idée des détails applicatifs de ça. Donc c'est vraiment une chance pour vous de vous approprier ce projet et de dire ça sera comme ça. Si vous proposez au ministère des choses pratiques qui peuvent être mises en place, moi j'ai le sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment, je pense qu'il sera accepté, parce qu'ils seront très contents que vous leur ameniez des solutions à des problèmes que vous aurez pu détecter. Alors que eux sont incapables actuellement d'aller dans les détails de ce projet. Ils ont vu les grandes lignes, bon, on les a vus tout au long de cette concertation, mais hormis de ces grandes lignes, quand on commence à rentrer dans les détails,
on voit bien qu'ils ne peuvent pas répondre, ils sont mal à l'aise, ils ne savent pas de quoi on parle. Enfin bon, donc c'est vraiment à vous de vous saisir de ces problèmes que vous pouvez rencontrer. Vous êtes les mieux placés pour mettre le doigt sur ces problèmes et d'amener des solutions. Si vous ne proposez, si vous ne n'énoncez que des problèmes, évidemment ça n'ira pas. Mais si vous énoncez des problèmes et des solutions qui vont avec, je crois que là vous aurez gagné beaucoup, et vous n'aurez pas en face de vous des gens qui seront dans dans l'obstruction permanente. Les gens du ministère, moi je les ai sentis comme ça. Bon, maintenant je peux me tromper, mais c'est mon sentiment. C'est un petit peu comme dans l'industrie, si on remontait sans arrêt des problèmes à votre président, à un moment, il va vous dire, moi je te paye pour que tu m'amènes des solutions, pas des problèmes. Ben là, c'est un petit peu pareil, j'ai l'impression. Bon. Mais si on se revoit dans 2 ans ou 3 ans, vous allez peut-être me dire que je m'étais complètement trompé. J'en sais rien. Alors, moi, je suis content que le ministère nous demande de trouver des solutions à des problèmes qu'on n'avait pas avant cette réforme. Voilà, sur ce coup-là, je trouve que c'est très bien. Je trouve ça très rassurant aussi que le directeur d'unité nous dise, mais si vous inquiétez pas, il y a des blancs, mais on ne sait pas comment on va les remplir. Mais bon, de toute façon, une fois que ce sera fait, on ne pourra pas revenir dessus. Ça aussi, c'est super rassurant. Je faisais partie de la coordination nationale il y a quelques années. Je me rappelle quand les enseignants, entre guillemets, se sont un petit peu rebiffés contre leur directeur, d'ailleurs, entre autres. Parce que le com, c'était l'avenir, et puis c'est bon, rassurez-vous, on nous avait même dit, rassurez-vous, les directeurs d'utilité pourront même faire des procès aux présidents d'université si les universités entre guillemets, ne remplissent pas ou entre guillemets, ne reconnaissent pas le com comme il le faut. Bénéficiaire maintenant, la plupart des budgets des UT ont baissé, on a des dotations entre guillemets en masse salariale qui baissent constamment, enfin voilà, sur ce coup-là, on a bien gagné, on a bien marché. Parfait. Donc moi, quand on me sort ce genre de discours politicien en disant « vous inquiétez pas, tout va bien se passer », je suis désolé, mais moi j'ai entendu un discours très politique, là. Moi, mes préoccupations, elles sont clairement pédagogiques. Alors, je vais énoncer un certain nombre de choses. Globalement, vous nous dites qu'il est plus possible d'enseigner comme avant. Alors, si je peux me permettre, c'est assez désobligeant pour nous, parce que je vous garantis qu'on a quand même bien fait évoluer nos pratiques pédagogiques depuis 1960. Et que les innovations pédagogiques, on n'a pas besoin que le ministère nous enlève des heures pour nous obliger à le faire, voilà, parce que c'est un peu ça. On a de la chance, vous vous rendez compte, on a de la chance. On va enfin pouvoir nous obliger à mettre en place des pratiques pédagogiques, parce que grâce à ça, on nous donne moins d'heures, on nous demande d'intégrer plus d'étudiants STI, donc évidemment, il va falloir pour lesquels qui vont nous demander plus d'attention, et on nous donne moins d'heures, comme ça, voilà, on va avoir une vraie incitation à innover pédagogiquement, ce qu'on ne faisait probablement pas avant, semble-t-il. Ça, c'est une bonne chose. On nous dit aussi on a changé parce que la ministre nous l'a demandé. Et puis on a tout fait pour refuser. Il y a un bon moyen de refuser, vous savez, il suffit de dire non. Ça, c'est une chose. Alors moi, j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses. On parle d'insertion. Soi-disant, ça va améliorer l'insertion professionnelle à Bac+3. J'espère qu'il y aura des indicateurs, mais de toute façon, indicateur ou pas indicateur, à partir du moment où on y sera passé, on ne reviendra pas en arrière. Donc, ça, c'est une chose claire et nette et précise. Donc, et puis, j'entends jamais parler de l'alternance, mais enfin, il faut quand même considérer que l'alternance, la formation continue, l'alternance, c'est une bonne partie de nos fonds propres, parce que justement, depuis le COB, qu'on a négocié avec entre guillemets, les présidents d'université et depuis la LRU, une partie de notre fonctionnement de nos UT, ça vient des fonds propres et de la formation continue. Et du coup, le but, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment réfléchi à la partie alternance et formation continue dans ce but. Alors, on nous demande... Je parle de tout ça. Ah, merci. Je parle de tout ça. Ce but va nous demander énormément d'énergie. Je ne parle même pas que d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue bien aussi, en termes de mise en place. Et le discours que j'ai entendu là, mais je ne vois pas une seule bonne raison d'y aller. Très honnêtement, pas une seule. Et en plus, je ne parle même pas des problèmes que ça va nous amener en termes de... Je parle des formations par alternance, parce que là, déjà, les entreprises ont déjà expliqué que le DUT en 2 ans, ou du moins prendre des contrats d'apprentissage en 3 ans, c'est déjà niette, c'est mort. Donc la première année, c'est terminé, on ne fera plus l'alternance. Donc voilà, j'aimerais une vraie explication, pas un discours politique, quoi. Quelle est la vraie raison du passage au Bac+3, enfin au but? Je te remercie. Je prends la parole? Oui.
Je te remercie de remettre les choses un peu. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Moi-même, je suis capable de partager beaucoup de choses dans ce que tu dis. Quelques petites mises au point tout de même. Je pense qu'une partie des enseignantes et des enseignants souhaitent ce passage. Tu peux peut-être être en désaccord, mais je pense qu'il y a une partie des enseignantes qui souhaitent ce passage. Il n'y a pas de consultation. Pardon? Enfin, on nous consulte maintenant, mais c'est déjà trop tard. Oui, alors, là aussi, tu as raison. On nous a reproché, on nous a reproché d'avoir agi sans consultation. Il n'y a pas effectivement eu une consultation générale, tu as raison. Tu as entièrement raison. Je suis d'accord avec toi. Attends, je termine. C'est vrai que les représentants sont, d'une part, les entreprises, les présidents, d'autre part, les directeurs. Alors, effectivement, il n'y a pas de structure autre que les syndicats qui représentent les personnels. Tout de même, les syndicats d'enseignants ont eu toute leur place dans la concertation et se sont exprimés d'ailleurs. Donc, si tu veux, on peut dire que, effectivement, on ne peut pas dire que l'adulte ou le directeur ou je ne sais pas qui a organisé une vaste concertation avec vous. Là-dessus, tu as raison. J'ose espérer que nos directeurs portent la voix des enseignants et des GIATS de nos UT. Eh bien, je pense qu'ils le font. On n'a pas besoin des syndicats. La meilleure preuve, je crois, c'est que la première présentation de ce projet a été refusée massivement par les directeurs. J'ai plus la date. Début juillet. Avec des conséquences très marquées au ministère qui me dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi, hein. Donc tout de même, hein, je ne pense pas que tout ait été absolument descendant, même si effectivement, quand on s'adresse à des associations représentant des présidents et des directeurs, on a laissé les syndicats qui, eux, représentent pas seulement les IUT, mais tous les... Oui, c'est ça, hein, c'est mais on a laissé les syndicats représentant tous les personnels de toutes les universités s'exprimer. Et c'est peut-être là ce que tu es en train de nous dire, que finalement il aurait fallu peut-être contacter plus et puis les conseils d'unité ont voté à un moment donné sur les idées sur la province. Juste un détail sur les conseils d'unité. Au moment où on nous a présenté ça, on nous a dit il n'y a pas le choix, de toute façon il va falloir y passer. Il y a le choix, tu peux toujours dire non. Un conseil d'unité, tu peux toujours dire non. Non, mais tout de même. Il y a des motions qui sont votées dans les UT en ce moment, à l'unanimité des personnels, contre ce but. Oui. C'est la preuve que voilà. On parle du conseil d'institut. Les conseils d'institut sont posés. Les assemblées générales ne sont pas légitimes. Donc, juste une chose. Non mais, si je peux me permettre. Chacun son tour, s'il te plaît. Ouais. Bah oui. Non mais pour l'instant, le temps de parole n'a pas été le même depuis le début de l'année. Si je peux me permettre. Bon, as-tu quelque chose à ajouter? Non, j'écoute. Alors, bon, tu prends sur le mode un petit peu humoristique, on nous enlève des heures. Je pense que tu peux pas nier tout de même que la pédagogie avec un nombre fixe d'heures, c'est ça le problème. Je vais te donner l'exemple de mon IUT. Mon IUT, 2400 étudiants, 15% des postes gelés, j'ai 27 postes en moins. Donc s'il y en a un qui souffre, et des collègues, bon. Ce que j'ai choisi, moi, directeur, c'est d'imposer à mes équipes 100% du PPM. Donc dans 9 de mes 10 départements, on fait 100% du PPM. J'aurais pu faire différemment. J'aurais pu dire, bon, on a moins de postes, les gars, bon, on fait 75%. Puis tout le monde aurait été vachement mieux. Non. Et donc c'est pour ça. Ces PPM prescriptifs, eh bien on pense, globalement, collectivement, qu'il est possible de baisser. Et moi, je te dis, même si tu vas me dire, oh, tu fais ça pour le fric, je te dis que pédagogiquement, il nous semble possible de faire mieux en un peu moins d'heures. Notamment parce que les personnels, on leur donnera une meilleure reconnaissance de leur capacité. T'en as parlé, on n'a pas attendu les directeurs et le ministère pour améliorer nos techniques. Je pense que finalement, je vais peut-être te faire bondir, mais c'est peut-être pas si important que ça qu'on perde. Allez, on perd combien? 15%? Tu vois? De son salaire. Voilà.
15% s'il n'y a pas les fameux 25%, là, parce que passer de On est 2250 à T'as vu 1500, c'est 33%. Alors, et là aussi, je rebondis sur ce qu'a dit Patrice et ce que tu as repris à juste titre. Vous inquiétez pas, il y a des trous, mais on va le faire. Oui, tu as aussi entendu ce que j'ai dit constamment. Mon fil rouge à moi, c'est, mesdames et messieurs, servez-vous de cet espace d'expression, prenez le pouvoir, hein, prenez, c'est subversif même, prenez le pouvoir, écrivez vos PM. Je dis au directeur ici présent, prévoyez du fric pour des missions à Paris, pour des missions au PACD. Demain, vous aurez Philippe Lavallée. Philippe Lavallée, c'est un gars de mon IUT, ancien PACD génie électrique. On a réfléchi ensemble à partir de 2003, quand j'étais chef de DEP génie électrique, on a réfléchi ensemble, on s'est dit comment ça se fait que les étudiants ne sont pas motivés, qu'ils foutent le bordel en amphi, et on a commencé à se former, et on a pris, voilà, on a mis du fric dans la formation, on en a mis beaucoup, et quand ils passent, c'est moi qui finance. C'est pas l'adulte, c'est pas fou, c'est moi qui finance. Là, il vient avec une bagnole et c'est moi qui paye. Bon, voilà. Eh bien, c'est ça. Enfin, c'est bonne nouvelle. Non, peut-être que tu lui payes l'hôtel, mais si tu ne l'avais pas payé, je l'aurais payé. Donc, il y a un véritable engagement dans cette évolution, tu vois. Mais, j'ai lu et j'ai rencontré les syndicats, notamment Pierre Chantelot du SNESU. Eh bien, j'entends la vérité que tu dis, hein, voilà, on vous dit, bah, tout n'est pas là, mais faites attention. Non, je dis, engagez-vous. Si les syndicats veulent se servir de cet espace de liberté, qu'ils le fassent. Voilà, qu'ils aillent. La seule chose qui pose problème, et je pense que, bon, je pense que c'est aussi là-dessus, c'est le désengagement de l'État. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord, à aucun moment je l'ai nié. Il y a un désengagement de l'État. L'État nous dit, ah, les universités sont autonomes quand ça l'arrange. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Alors, oui, tu as parlé de l'alternance et des fonds propres. Moi, j'en sais quelque chose. Dans mon IUT, 100% de l'argent que je donne à mes départements, 100% vient des entreprises, via formation continue, alternance et taxes. C'est 100%. Voilà. Eh bien, quid de la mise en place de l'alternance? Je pense qu'on laisse tout de même une assez grande liberté au PN de fixer cette alternance, de la prendre en compte. J'ai vu que le SNESUP avait dit on donne un minimum et un maximum de stages, ce qui pose un problème. Il faudrait plutôt donner un minimum et pas un maximum. Non, c'est pas le SNESUP qui dit ça, c'est une motion récente. Effectivement, l'alternance, je pense que tout le monde à peu près ici est d'accord, il y a une commission qui a traité de ça, c'est une façon qui permet aux étudiants d'être formés et d'augmenter leurs compétences et d'augmenter, vous voyez les chiffres hein, de l'enquête de suivi des diplômés, hein, en gros, hein, plus de 150 € par mois hein, quand on a un IUT, quand on a une IUT par alternance. Je voudrais, tu as parlé de la première année. Je voudrais attirer ton attention sur quelque chose. Le débat sur la première année en alternance, il est vif et il est nécessaire parce que quid des étudiants qui arrivent, qui viennent de catégories socio-professionnelles ou de milieux défavorisés, qui n'ont pas des contacts, qui n'ont pas le savoir-être, ces gens-là ne peuvent pas décrocher des contrats, ils ont besoin de nous hors alternance en initiale en première année. Donc tout n'est pas aussi simple que ça probablement. Il faut qu'ils aient, c'est pas le tout d'avoir le savoir-être, il faut qu'il y ait des contrats pour pouvoir décrocher un contrat. Ben, un contrat sur 3 ans, c'est impossible. Non, ça va se faire, mais je ne sais pas si c'est l'idéal. Je pense qu'on a besoin de entreprises ne voudront pas. Ah non, c'est possible, mais les entreprises ne voudront pas s'engager sur 3 ans. Mais c'est pas, je ne suis pas certain que ça soit la meilleure chose. Le débat est lancé. Oui, je vais juste rajouter. Maintenant, je bois des clients tout à l'heure, ça arrive assez souvent. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des trous qui étaient à remplir. C'était gênant. Je dis que c'était gênant. J'ai dit que c'était gênant. J'ai dit que c'était gênant. Je n'ai pas dit que c'était bien, on y va. C'est gênant, c'est embêtant. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas avancer. C'est ça que je dis simplement. Et simplement, c'est pas une question politique, c'est factuel. On est embêté, pour ne pas dire autre chose, effectivement, de ne pas avoir ces trous remplis en disant plus tard. Et le programme national va les remplir sans qu'on soit sûr de ça. Est-ce que c'est le seul argument pour ne pas avancer? Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que c'était super. Deuxième chose, le BUT. Le BUT, le point de départ, c'est de permettre à un jeune lycéen qui rentre en IUT
d'atteindre un niveau Bac plus 3 sans double sélection, sans avoir une double sélection. C'était le point de départ et qui a permis aussi d'avancer. C'est globalement, actuellement, au jour d'aujourd'hui, un étudiant qui rentre en DUT, il est sélectionné à l'entrée du DUT, il a son DUT, il est resélectionné pour une licence pro ou partir en L3 ou ailleurs. Et donc le DUT, ça permettra à un jeune lycéen de rentrer dans un cursus, s'il le souhaite, hein, il pourra partir en Bac plus 2, ça c'est clair, mais un jeune pourra atteindre au Bac plus 3. Ça pour l'instant, dans l'intérêt des étudiants, voilà. Mais à chaque semestre, il est sélectionné. Hein. Puisque si jamais il a le semestre, je suis désolé, mais si, il est sélectionné à chaque semestre. Oui. Est-ce que je peux revenir sur ce que tu viens de dire là? Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui va être compliqué. C'est celui de la compensation. Et il va falloir se préparer à des débats là-dessus. Est-ce qu'on peut compenser des compétences? La réponse c'est non. Est-ce qu'on peut compenser des UE? La réponse c'est oui. Les étudiants, un certain nombre d'entre nous, veulent la compensation. Or, une définition en compétences et connaissances, c'est probablement pas compensable. Comment est-ce qu'on fait? Là, mesdames et messieurs, la balle va être dans votre camp. Oui, Attends, il y a oui, j'avais juste un problème de calendrier, Stéphane. Donc là, on a vu dans la presse, moi je ne la lis pas beaucoup, que c'était 2021, mais je pense que 2021, on n'y arrivera pas. Donc voilà, moi, même si les directeurs et les PACD, ça il faut toujours souligner en douter, pour l'évolution du DUT, je veux dire pour l'évolution du DUT, la mise en œuvre nécessite quand même un travail conséquent. Donc moi, ma vigilance porte sur le calendrier de mise en œuvre et sur les moyens d'accompagnement qui sont possibles. Voilà. Est-ce que tu peux nous rassurer sur ces deux points? Merci. Est-ce que je peux me permettre de compléter, excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de compléter la question? Parce que justement, ça complète ce qu'a dit M. Quignet, c'est qu'en communication, on va devoir commencer à parler du but en septembre 2020, donc dans moins d'un an. Donc justement, je rebondis là-dessus sur l'histoire du calendrier. Est-ce qu'on sera prêt dans moins d'un an d'avoir ces fameux PL qui ont l'air d'être un petit peu la réponse à tout? Oui, alors, donc je ne peux pas vous rassurer. Voilà, ça c'est deux choses comme ça. La réponse un peu plus courte, c'est d'un côté, on souhaiterait, moi je fais partie des gens qui souhaitent que cette réforme des IUT, du moins du DUT et de la licence, s'articule avec la licence du bac. Et vous avez travaillé ce matin, je vous ai rencontré du PR, donc voilà, je pense que ça serait souhaitable d'avoir un continuum d'une réforme qui mène à une autre. Cependant, la dernière fois qu'on a révisé nos PPN, 2013, eh bien, on a mis 1 an et demi. Et je me souviens, là déjà, j'ai financé beaucoup de déplacements de mes collègues, on a beaucoup travaillé. 1 an et demi, pour faire quoi? Eh bien, pour décrire en compétences le chapeau, hein, c'est-à-dire un dixième de nos programmes nationaux, qui évoluaient dans un PPN, dans un arrêté 2005 qui était déjà très complet, avec toutes les conditions de passage. Là, on a donc à refaire des programmes entièrement de 2 sur 3 ans. On a à refaire des programmes qui vont être en compétences, et rien que l'histoire de la compensation que je viens d'aborder, ça va être un programme. Voilà. On a à créer les blocs de compétences et connaissances. À ce sujet, juste une petite, allez voir en anglais Micro-Credentials. Ça, il y a pas mal de choses qui sont déjà là-dessus. On croit que cette histoire de bloc de compétences et connaissances, c'est une spécificité française. Ça l'est, hein, ça l'est tout de même, mais de plus en plus en Europe, partout, on réfléchit à ces micro-credentials. Donc ça, il y a certainement des choses à voir là-dessus, si vous avez le courage d'affronter voilà, les langues étrangères. Donc, les blocs de compétences, à définir. Et puis, effectivement, toute une série d'articulations. On parlait de passerelles tout à l'heure. Donc, clairement, à l'adulte, on pense que ça ne sera pas prêt. On ne sera pas prêt pour 2021, pour septembre 2021. Parce que ça va être prêt pour 2021, ça veut dire décembre 2020, la gestion de Parcoursup. Donc, on n'a que 1 an.
on pense qu'on y arrivera. On pense que ça serait déraisonnable d'y aller. Le choix, c'est de faire quelque chose qui fasse sens. Je vais être plus précis. Comment est-ce que vous mettez vos PPN en compétences? Je ne sais pas, vous savez, vous? Personne qui sait. C'est pour ça qu'on organise. Demain, vous parlerez avec Philippe Lavallée, peut-être Fabien Nobel, je ne sais pas, quelques autres. Alors, que fait l'adulte? L'adulte, pour le moment, elle est assez circonspecte. Parce qu'on a des gens tels que Philippe, financés, cofinancés par moi, je l'avoue, qui avancent. Et puis il y en a d'autres qui réfléchissent. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'éclatement de la démarche de réseau national? Oui, clairement. Donc là, l'adulte se donne un petit peu de temps et on pourrait dire que ça met du temps. Alors ça en perd peut-être, ça met du temps. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'on ne sera pas prêt dans un an. Ce qu'on fait, c'est se faire accompagner par une spécialiste, c'est Marianne Poumet de l'Université de Liège. Alors P-O-U-M-A-Y, si vous voulez regarder aussi ça. Marianne Poumet, elle a travaillé avec un spécialiste de la mise en compétence qui s'appelle M. Tardif. Regardez ces deux noms, ce sont les spécialistes européens de la chose. Donc on va se faire accompagner et il va y avoir une démarche par spécialité, mais aussi certainement une démarche par grande zone géographique. Il se peut que les adultes en soient saisis. Donc vous allez être saisis de ça. J'avoue qu'on aurait préféré aller très vite, que ça avance super vite. C'est pas le cas, ça va demander du temps. Le danger, c'est que le ministère, disons la ministre, nous impose 2020. Là, 21, non mais décembre 2020, hein, décembre 2020. Parcoursup, voilà. Là, je pense qu'il faudra effectivement taper du poing, je pense. Parce que je pense qu'on ira dans le mur. En un an, je suis pas, vous n'êtes pas, les présidents, les forces vives des territoires ne sont pas prêts. On n'y arrivera pas. Hein. Donc voilà. Donc je ne te rassure pas, Abel, mais je pense qu'il faut qu'on soit en mode d'anticipation là-dessus. Non, mais c'est maintenant qu'il faut... excusez-moi, mais c'est maintenant, en fait, qu'il faut taper du poing. Parce que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas me faire croire que que de la communication, alors je ne parle pas que de la communication, mais ne serait-ce que ça, qui va demander en fait à être le plus rapide. Il va falloir qu'on communique sur les premiers salons en septembre-octobre 2020, alors que rien ne sera prêt. Vous n'allez pas me faire croire qu'en 6 mois, on va sortir des programmes nationaux. C'est pas moi. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais là, on a des directeurs, on a des représentants, etc. S'il y a un moment donné où il faut taper du poing, c'est pas en 2020, c'est maintenant. Date. Donc, on attendait beaucoup de la première réunion de la CCN qui a eu lieu la semaine dernière. La première réunion de la CCN, nouvelle CCN, ça a été, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, petite mise au point, pas grand-chose de fait. Il y a une réunion qui arrive le 26 novembre. Et effectivement là, donc vous avez peut-être lu, il y a un courrier qui circule, parce que là, l'information elle circule, qui dit il faudrait qu'on s'y mette, il faudrait notamment qu'on ait une lettre de cadrage du ministère. On n'a pas de lettre. Alors, je vais vous dire, je vais aller carrément au bout. J'ai dit, mais vous attendez une lettre de cadrage du ministère, mais le ministère, quand on dit on est autonome, enfin les universités sont autonomes, donc il faudrait peut-être une lettre de cadrage d'autres gens, peut-être des forces vives, peut-être des CPU, de quoi. Bon, faire remarquer que c'est tout de même le ministère qui a nommé la CCN. Et donc, on attend, est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas du tout, mais on attend le 26 novembre, un mot fort du ministère qui va nous dire, voilà, vous allez travailler à partir de maintenant à la mise en compétence de vos PN dans le cadre de l'arrêté qui va être, voilà. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Donc quand tu dis il faut taper du poing, oui, alors peut-être pas tout de suite aujourd'hui, pas sur moi, mais mais t'as raison, t'as raison, parce que je vous rappelle, vous représentez 160 000 étudiants. La CPN a d'ailleurs écrit à la directrice générale des services, là, des ministères, et dans le courrier de la CCN, justement, c'est marqué la convergence des points de vue et les éléments cités en référence du courrier. Donc avant, ils disent qu'il y a plein de problèmes. On leur a quand même enlevé une bonne partie de tout ce qui était relatif à l'évaluation des IUT. Donc là, ça les inquiète un peu. Laisse entrevoir un démantèlement pur et simple du réseau des IUT à travers une homogénéisation des processus d'évaluation et du cadrage des formations. Donc
ne peut pas dire que ce soit super euphorique comme remarque. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tout va bien. On va serrer les problèmes, on va aborder ce problème-là après pour qu'on ne mélange pas tout. Moi, j'aime bien dire... Ne vous inquiétez pas. Voilà, un peu après tout. Encore quand même dans mon niveau. Voilà. Je veux dire que bon, je suis totalement d'accord sur la précipitation. Ça me semble très mauvaise conseillère. On ne fait pas du travail de qualité à marche forcée comme ça. Donc effectivement, là, il me semble que le réseau doit faire remonter un signal clair. Et si vous voulez que ce ne soit pas la pagaille, n'importe quoi, et que d'ailleurs les familles, qui sont évidemment pour les politiques une clientèle importante, ne soient pas mécontentes, il faudra nous laisser nous mettre en ordre de marche pour faire des choses proprement. Ça, tout à fait d'accord. En revanche, ce que j'ai entendu avant me transporte dans les années 70. Tout ce qui concerne les référentiels qui descendaient du haut en bas, les moyens fléchés, tout ça, c'est fini depuis longtemps. C'est pas le bachelor qui l'a créé. Où est-ce que vous avez vu dans votre dotation générale, dotation de fonctionnement, ce qui correspondait autrefois au standard MO? C'est comme si, comme nous d'ailleurs nous disent 1900, 2000 heures, la seule question c'est est-ce qu'on sera capable, avec ce qu'on nous donne de DGF actuellement et de ressources propres, de le financer. Mais c'est déjà la problématique actuelle. Mais on le sait que c'est fini, puisque c'est les directeurs d'unité qui ont été d'accord avec ça. Bon, enfin, c'est bien de trouver des émissaires, mais enfin, il faut regarder un peu autour de ça. Attendez, il faut quand même remettre les choses au point. C'est l'évolution générale des universités européennes. Donc, si vous voulez tout seul, Don Quichotte aller contre, allez-y. Mais le problème de la CCN, c'est actuel, c'est pas le DUT, hein, c'est pas le bachelor. Là, le problème de la CCN, c'est en ce moment, quoi qu'il arrive, que le bachelor se fasse ou ne se fasse pas, quoi qu'il arrive, le ministère avait souhaité manifestement harmoniser les procédures d'évaluation. C'est indépendant, là-dessus, c'est une conjonction de beaucoup de choses en même temps, c'est vrai. Indépendant, c'est un peu mignon, ou alors c'est une grosse coïncidence quand même. C'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps d'essayer un petit peu d'harmoniser les choses. On peut ne pas être d'accord, mais c'est dans l'air du temps d'harmoniser un peu les procédures d'évaluation. Un mot, Patrice, sur effectivement le ministère du oh là là, on va vous simplifier la vie, vous n'allez pas avoir à évaluer la vague A et B. Ça serait catastrophique. Ce que j'ai dit en référence à l'assurance qualité au réseau, si on n'est pas évalué, on n'existe plus. Dans un système post-EBRU, tiens justement, dans un système post-EBRU d'autonomie, eh bien, si on n'est pas évalué, on n'existe plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire remonter. Je fais partie de la CPN et c'est une des craintes très sévères qui circulent à la CPN. Hein. Mais oui, d'autant plus que... Alors, donc, ça, tu vois, on est capable de se rejoindre là-dessus. Moi, j'ai pas peur du rapprochement CCN-HCRS. Ça me fait pas peur. Notamment parce que ça a été travaillé depuis 2 ans minimum par la CCN en accord avec l'HCRS. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un certain nombre de garanties. Sauf que si on n'évalue pas, si l'évaluation vaga, vague des sautes, tout ce travail il saute avec. Voilà. Et donc effectivement, c'est une vraie difficulté ça. De toute façon, les experts de la HCRS, il faut bien les puiser quelque part. Donc je ne vois pas comment la HCRS pourrait faire sans les forces vives des IUT ou des CCN. Actuellement déjà, je vous fais remarquer que les licences pro portées par les IUT sont évaluées par la HCRS et pas par les CCN. Je suis aussi expert HCRS, mais justement, oui, je considère qu'on n'a pas la même, il n'y a pas la même implication, enfin, on n'a pas la même, entre guillemets, on n'étudie pas les dossiers aussi longuement à la HCRS qu'à la CPN, ça c'est clair. On ne se déplace pas déjà. On peut faire gagner en qualité la HCRS. Ah bah ça je suis d'accord, oui. Bah, ouais, mais ça coûte trop cher. Je change de sujet en continuant sur une question, tu vois, à l'écran, vous avez dit que vous expliqueriez pourquoi le nom bachelor avait été proposé. Alors quand les premières discussions au ministère ont donné lieu à un certain nombre d'hypothèses qui étaient de laisser une licence professionnelle et point, c'est tout, qui n'aurait aucune différenciation par rapport à ce qu'elle est actuellement, mais avec le format qui a été défini, le format du but qui a été défini. Donc ça nous a semblé être préjudiciable pour la reconnaissance du diplôme vis-à-vis des industries, enfin des professionnels. Et le deuxième point, c'est que nous sommes dans un univers extrêmement, comment, je cherche le terme,
concurrentiel, voilà, merci, un univers concurrentiel, et que vis-à-vis des étudiants, des familles, qui ne connaissent pas les subtilités que vous pouvez connaître, vous, il est évident que quand on regarde les formations qui voient le jour sur Internet, les propositions de formation, vous avez des bachelors polytechniques, bachelors arts et métiers, bachelors X, Y ou Z, et que la licence professionnelle dans ce cadre-là, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'elle avait toujours autant d'intérêt vis-à-vis des familles et des étudiants. Il nous a semblé, mais c'est une hypothèse de travail, il nous a semblé qu'il serait bon pour être en concurrence et pouvoir attirer des bons éléments dans des conditions financières intéressantes, de combattre les bachelors privés sur leur propre terrain. C'est-à-dire de créer un bachelor universitaire de technologie qui serait porté par les universités et qui aurait des conditions financières extrêmement différentes et intéressantes par rapport au bachelor privé. Voilà ce qui nous a conduit à faire ça. Maintenant, est-ce que le raisonnement n'est pas dévoyé? Moi, pour ce qui me concerne, je pense que c'est un bon raisonnement. Maintenant, vous pouvez ne pas le partager et trouver que la dénomination est trop commerciale ou rentre dans l'air du temps sans amener rien. C'est votre sentiment. Moi, je vous dis simplement, j'explique la démarche que nous avons eue à l'UNPUT pour proposer à la ministre que ça s'appelle non pas licence professionnelle, mais qu'on puisse avoir une dénomination commerciale bachelor universitaire de technologie. Un tout petit complément, puis je te repasse la parole. Effectivement, tu me rappelles, Jean-Luc, que les directeurs ont été consultés là-dessus sur le nom et que finalement, on avait laissé la porte ouverte à cette possibilité de l'appeler soit licence universitaire de technologie, soit bachelor, effectivement. À terme, alors la référence européenne, un bachelor, ça veut dire licence. Hein. Voilà. Si on avait le premier choix, c'était l'une. Et le second, à défaut, si dans la négociation le ministère n'acceptait pas, et il n'a pas accepté une licence universitaire de technologie, on préférait s'appeler DUT. Ce n'était pas le premier choix. Voilà. C'est l'exemple de ce que la négociation a amené. Entre deux, il y a eu un canard boiteux. Hein. Ce qui a été refusé par la directeur de la première instance de vote dont on parlait tout à l'heure, c'était le ministère de licence sera une licence pro et pas autre chose. Et donc, on a dit oui, mais non, c'est pas possible, on ne veut pas de tube des bacs pro vers nous, c'est pas possible. Donc le ministère a dit bon, on va l'appeler licence pro techno. C'était un truc complètement illisible, voilà, c'était vraiment un canard boiteux. Et donc, la solution, c'était, ou c'est, bachelor. Alors, on est obligé de le dire, je vous le dis, à titre personnel, c'est peut-être pas la DUC qui parle, mais le WIC pense que c'est rusé de la part du ministre, hein, parce que ça veut dire que si les IUT portent le bachelor, ça veut dire que les 80 universités, c'est les universités des IUT dans toutes les universités, sauf une ou deux, eh bien, ont brusquement le bachelor. Puis le dernier point, c'est au point de langage. Il y a un précédent, c'est le master. Le master, c'est aussi le terme anglais. Ça avait été porté devant le Conseil d'État qui avait dit, ben, comme c'est un objet nouveau, on n'est pas obligé de l'appeler master ERE ou AIRE, ou on peut l'appeler comme on veut, et on peut utiliser un terme, y compris d'origine anglo-saxon. Et bien là, c'est un peu la même chose, comme c'est un élément nouveau, ce qu'on peut nier, hein, eh bien, il est fort probable que si on saisit le Conseil d'État ou toute autre autorité, eh bien, ça sera validé. Là, en fait, vous êtes positionné sur le nom bachelor pour finalement entrer en concurrence avec les bachelors distincts, mais du coup, finalement, on donne de la légitimité à leur dénomination qui n'a aucune validation nationale, et alors qu'on aurait pu cultiver un nom qui nous était propre et qui relevait de l'université. On ne se tire pas une balle dans le pied, on ne fait pas un but qu'on peut comprendre. Oui. Je n'ai pas de réponse sur un autre choix, mais je trouve que la terminologie bachelor, même si effectivement c'est celle qui est européenne qu'on retrouve dans les autres pays,
nous semble un peu dangereuse. Oui, alors juste une chose tout de même. Cette histoire de bachelor, c'est plus profond qu'il n'y paraît. Parce que, en même temps, dans le discours du 11 juillet, la ministre nous dit, attention, le bachelor va exister et nous allons lui attacher un référentiel de qualité. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que, effectivement, le bachelor va pouvoir être donné par toute entité para-universitaire, on va dire ça comme ça, hein, l'école de commerce, etc., à condition de satisfaire à des normes d'assurance qualité. Et donc c'est une vraie mise en place du bachelor dans le paysage université française. J'attire votre attention pour parler d'apprentissage, libéralisation de la collecte de taxes, libéralisation de la création des CFA, libéralisation du diplôme. Ça veut dire que le privé est pleinement autorisé désormais à faire exactement la même chose que nous. Au total, ça donne quoi? 50 000 étudiants, 55 000 étudiants inscrits en bachelor cette année, c'est-à-dire autant que nos premières années, à un schmoll près. D'accord? Une augmentation des effectifs universitaires dans le public de 2% à la rentrée et de 4% dans le privé. Une augmentation du privé, enfin des effectifs dans le privé, qui doit tourner aux alentours, si on dit dans les 10 dernières années, quelque chose qui est du genre 14 à 15%, je crois, à vérifier sur ce dernier. Mais voilà, hein, il y a une vraie mise en concurrence, j'imagine, hein, de nos... Voilà. Parce que, tant qu'on donne le micro, il faut bien voir qu'on aura la licence pro sur 1 an. On aura la licence pro sur 3 ans, en IT et en UFR. On nous proposait une licence pro de technologie. Donc, à la fin, en termes de visibilité, on était loin du compte. Objectivement, entre licence pro sur 1 an. Donc, une sur 3 ans. En IT, en UFR, en IPA, vous, en SUT, vous aurez une licence pro de technologie, ça va vous faire un nom différent des autres. Différent des autres, entre une licence pro et une licence pro de technologie, on a vite fait de faire l'amalgame et dire finalement, on fait tout ça à force. Donc, c'est pour ça que le choix d'avoir un nom spécifique aux IUT, nous, on y tenait, justement, pour éviter ce genre d'amalgame. Après, effectivement, le terme bachelor, effectivement, c'est pas celui sur lequel on était porté, mais au moins, il a le mérite, au moins, en dehors du privé, de dire au sein de l'université française, en tout cas, identifier en tout cas un parcours dans les IUT. Juste 2 petites secondes parce que ça fait 3 heures là, j'ai une collègue qui s'est posé une question. Merci. Je suis désolée, je vous remercie. Je pense qu'il fallait évoluer, effectivement, il fallait évoluer, et bon, bah, c'est une évolution, après on peut faire le monde plein de fois. Le fait est que l'arrêté est dans celui des licences pro et qu'on va être considéré comme une licence pro de technologie. Et pour moi, ça pose tout un tas de problèmes sur l'évolution en fait de nos étudiants, sur le fait que peut-être les bacs généraux vont déserter l'étude, sur on nous demande de former des cadres intermédiaires et je comprends tout à fait la mission, sauf qu'il y a une réelle évolution des métiers intermédiaires et que nous on a 24 spécialités de DUT qui sont complètement différentes et qui n'ont pas forcément de métier à proposer en cadre intermédiaire, ou en tout cas en GEA, moi j'ai du mal à voir en fait, avec l'évolution des nouvelles technologies, l'évolution des métiers, je ne vois pas bien comment on peut former des cadres intermédiaires, ou en tout cas les métiers. On nous demande de penser le but à partir des licences professionnelles, mais est-ce que ça veut dire qu'on va faire que un des parcours, du but, on nous demande de penser à moyens constants et on nous a déjà enlevé des BIAS. Enfin, ici, c'est vraiment pas à faire. Enfin, il y a un peu une pénurie d'enseignants et de BIAS, mais comme partout ailleurs. Hein, on va pas, Et donc, moi, je m'interroge sur nos étudiants qui sont là, qui veulent aller à l'IAE, en fait, qui vont effectivement avoir un grade licence, mais pas forcément le niveau licence. Et c'est pas sûr qu'ils aillent un master, et puis c'est parce qu'on nous demande, en fait, en gros. Hein. Comment on va en parler le 8 février aux portes ouvertes aux parents, parce que je vous avoue qu'eux, ils ont déjà tout lu. Hein. Déjà l'année dernière, ils nous parlaient des spécialités du bac. Donc, et cette modification qu'on va avoir, les bacs généraux vont déserter. Et effectivement, ça ne va pas être tubulaire, mais presque. Enfin, moi, j'ai tout un tas d'inquiétudes sur... comment se positionner autrement qu'une licence pro, vraiment le côté universitaire qui tend à s'atténuer.
il y a plusieurs choses dans ce que tu nous dis. Alors, d'abord, je prends dans le désordre. Quel métier? En plus, tu es de GEA. Il y a 2 jours, je parlais avec la vice-présidente chargée de la prospective au Césaire de Normandie, hein, le conseil environnemental, économique et social et environnemental, qui disait des comptables au sens GEA, c'est fini. Je dis, ben oui, dans 5 ans, on me dit, pas dans 5 ans, dans 2. Voilà. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Elle m'interpelle, hein, elle me dit, qu'est-ce que vous faites pour la gestion de la donnée, hein, data. Qu'est-ce que vous faites pour préparer vos étudiants à ce qui est blockchain? Je lui ai répondu rien. Alors là, il faut faire quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que le bachelor nous propose une enveloppe qui nous permet mieux qu'avant? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'un des enjeux, c'est ça. Corrélativement, une réflexion, quand on va voir, je vais me permettre de parler pour Jean, quand on va voir les entreprises, on fait ça au niveau européen. Qu'est-ce que vous voulez comme compétence dans 2 ans? On sait un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez comme compétence dans 5 ans? Parce que comme tu l'as bien fait remarquer, 2 ans de but, plus 2 ans d'IAE, ça fait 5 ans. Réponse, ah ben on ne sait pas. Alors on a mis au point avec donc Raché, on a un petit groupe de réflexion, on fait ça avec les Allemands, une université qui est entièrement par alternance, hein, 30 000 étudiants par alternance, c'est intéressant à voir. Eh bien, ce petit groupe-là a défini ce qu'ils appellent future skills. Hein, c'est-à-dire les compétences futures. Qu'est-ce que c'est que les compétences futures? C'est des compétences qu'on ne connaît pas. Et nous, et vous, et toi, tu dois former des étudiants à des compétences que tu ne connais pas. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu vas former des étudiants à réagir, à s'adapter, à se motiver, à trouver des lignes de force. C'est ça qu'on doit faire. Et ça, vous voyez, la prééminence du pédagogique, comment est-ce qu'on... Non, connaissance et compétences. Non, mais connaissance et compétences. Et tu as raison de parler à ce moment-là de connaissances et compétences universitaires, parce que nous sommes mieux adaptés que la plupart de nos collègues qui ne sont pas universitaires, je suis entièrement d'accord là-dessus, pour apprendre à nos étudiants à avoir une pensée critique, une réflexion critique, absolument. Donc tout ça, c'est les enjeux actuels. Est-ce que le DUC le permettait? Probablement. Est-ce que le BUT le propose? Eh bien, j'ai l'impression que oui, peut-être plus, dans la mesure où on a plus de temps. Je dis peut-être. Le débat est ouvert, ça serait bien qu'on puisse avancer là-dessus. On a plus de temps, mais on a moins d'heures. Est-ce que... On a plus de temps, mais on a moins d'heures. Alors, c'est une fausse contradiction, parce que pédagogiquement, il faut aussi un temps de maturation. Et moi, je suis persuadé, pédagogiquement, que les programmes de DUT des 2 premières années, donc les actuels des DUT, sont trop bourrés. Oui. Pour former... c'est pas en mettant ras la gueule aux étudiants qu'on les rend plus intelligents. Oui, et ce système a été conçu avec des... il faut aussi un temps de maturation, un temps de réflexion sur l'objet, sur ce qu'on reçoit, etc. C'est pas mettre tout le temps en situation d'apprenant sur une chaise, dans un amphi, dans un groupe de TD. Donc l'autonomie comme en université, alors. Nous sommes. Alors, il faut pas à la fois dire qu'on revendique l'UC et puis nous sommes à l'université. Nous sommes universitaires, donc ce sera l'occasion de s'adapter au programme. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par l'autonomie, mais non. Donc, effectivement, demain, vous aurez un exposé. Je pense que demain, on va vous parler de savoir agir. Divisé par 25, ça fait 10. Voilà. Ce que l'enseignement technologique, vu par le DUT, vu par le BUT, et donc peut-être amplifié par le BUT, c'est le savoir agir, c'est-à-dire une combinaison de compétences réfléchies, qui prend en compte tout un tas de connaissances, je ne vais pas refaire les définitions, hein, mais aussi qui se heurte et qui se confronte au principe de réalité, au principe éthique et citoyen. C'est tout ça. Et on pense
on a tendance à penser, mais peut-être que certains ne seront pas d'accord, que en donnant plus de temps et plus de guidance